Alors que le droit à l'avortement a été inscrit dans la Constitution française, avec toutes les conséquences que cela comporte, les femmes ont-elles vraiment le choix quand elles se retrouvent avec une grossesse non planifiée? Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Émilie. Bonjour Émilie, Bonjour David, merci de m'accueillir. et merci d'avoir pris ce temps pour nous. Merci de prendre ce temps d'aborder avec nous ce sujet qui est pas simple, qui est même douloureux, Mhm. mais que nous ne devons pas ignorer. Mhm. Euh, alors, je vais te tutoyer tout le long parce qu'en fait, on se connaît déjà en vrai. Bien Même sûr. si j'avais pas imaginé qu'on se retrouverait là aujourd'hui, c'est par intermédiaire qu'on avance aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu voudrais bien te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Alors bonjour à tous, donc Émilie Quinson. Je suis mariée depuis 16 ans. Nous avons avec mon mari 9 enfants, et oui, donc 4 sur la terre et 4 au ciel, pardon, et 5 sur la terre. Voilà, je suis coach pastoral dans l'accompagnement, dans la relation d'aide, ici au Gospel Center Annecy. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques semaines, tu t'es rendu à l'Assemblée nationale pour porter ton témoignage et la parole de femmes qui, comme toi, ont eu à subir un avortement. Mhm, C'est pas une démarche que l'on vit tous les jours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a amené à vouloir rencontrer des élus de la République à ce sujet? mhm. Alors tout d'abord, donc cette ONG qui s'appelle la ECLJ qui m'a conviée, qui m'a invitée. Donc c'est pour ceux qui connaissent, hein, c'est une organisation internationale non gouvernementale. Elle est dédiée à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Europe et dans le monde. Donc c'est cette ONG qui a rassemblé à peu près plus de 20 femmes et donc, on en a eu, alors je ne sais pas exactement, mais il y a une première vague au mois de février qui se sont représentées, qui sont présentées devant des parlementaires pour finalement raconter leur histoire, leur témoignage. Et puis, la deuxième vague, eh bien, j'ai eu l'honneur d'être invitée. Et donc, j'aimerais vraiment les honorer parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils ont compris que finalement, le témoignage, il est incontestable. On ne peut pas contester un témoignage. On peut passer des jours, des heures à argumenter avec des parlementaires sans jamais trouver de solution. Mais lorsqu'il s'agit de témoignages, je dirais que bah, c'est à ce moment-là qu'on peut rejoindre les cœurs et que finalement, personne ne peut contester ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu. Donc, beh, c'est dans ce contexte-là que j'ai été invitée. Donc, on s'est présenté devant à peu près une dizaine, un petit peu moins, de parlementaires, donc des députés et des sénateurs. Donc voilà, donc on était à peu près 5 et puis on a tout simplement témoigné des avortements, des IVG qu'on a traversés et précisément des conséquences de ce que c'est un avortement. Voilà, des conséquences physiques, psychologiques, traumatiques. Donc, on était vraiment dans cette démarche de pouvoir les sensibiliser au fait on ne ressort jamais indemne d'un avortement. Hmm, Voilà, c'est dans ce contexte-là. merci. Justement, je mettrai en lien en dessous les liens vers l'ONG qui t'a invité et qui vous a tout invité et grâce à qui on se retrouve aujourd'hui. Mhm, mhm, Pour revenir un petit peu à ton histoire, quand tu t'es retrouvé dans la situation de vivre une grossesse non désirée, quels mhm. sont les choix qui t'ont été proposés? Alors c'est vrai que donc moi c'est vrai que souvent on comprend pas pourquoi une jeune fille arrive à une IVG ou à plusieurs IVG. Et c'est vrai que c'est important de comprendre l'histoire déjà, de comprendre pourquoi une jeune fille en est arrivée à vivre une ou deux ou trois IVG, parce qu'en général, ce n'est pas qu'une. Donc moi, le contexte de ma famille, alors déjà, j'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne. Rapidement, je n'ai pas été éduquée finalement dans les valeurs chrétiennes, dans la sacralité de la vie. Je dirais que c'est plutôt la télévision qui m'a éduquée. Donc, comment avoir des relations avec les hommes, comment avoir des relations sexuelles, comment rentrer en relation. Donc,
j'ai pas reçu, cette éducation, que je peux donner maintenant à mes enfants, on va dire. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, maintenant on fait le lien entre des agressions sexuelles et des avortements. On fait de plus en plus le lien, mais en tout cas, ça fait partie de mon histoire. Donc j'ai été, victime d'agressions sexuelles, dont un viol collectif à l'âge de presque mes 14 ans. Ce qui fait, que rapidement, je suis tombée enceinte. Pourquoi? Parce que, je me suis, naturellement déconnectée de mon corps, déconnectée de mes émotions et rapidement, je passais de relation en relation jusqu'à tomber enceinte à l'âge de mes 16 ans. Mmh. Je ne suis pas tombée enceinte une fois, mais malheureusement 3 fois. Voilà un petit peu dans le contexte dans lequel, ça s'est passé. Hem Et puis tu me disais que qu'est-ce que tu me Et ce que je te demandais, c'est justement quand tu t'es retrouvé dans cette situation, quelles sont les alternatives qu'on t'a proposées? mmh Qu'est-ce qu'on t'a dit que tu avais comme choix possible, dans cette situation? Alors, déjà la première chose, c'est comme, la plupart des jeunes filles, qui sont, en couple et qui sont amoureuses de leur petit copain, avec qui elles tombent enceintes et bien, elles rêvent que, le garçon avec qui elles sont, va lui dire: «Bah, on le garde». Et moi, c'est pas ce qui s'est passé. Donc en fait, il m'a accompagnée, finalement à l'hôpital pour avorter, donc au planning familial. Et donc là, bon, bah, j'étais mineure et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin, d'attendre d'être majeur. On n'a pas besoin d'avoir l'autorisation des parents pour avorter. Donc là, en l'occurrence, c'était mon petit copain qui avait, signé pour donner cette autorisation, parce que lui était majeur. Et donc, je il s'est passé à peu près 2 rendez-vous. Donc il y a un premier rendez-vous où, j'explique, voilà, je suis enceinte, c'est une crise de grossesse, je souhaite avorter. Et puis dans cette première démarche, on nous laisse à peu près 2 semaines. Je crois qu'à l'époque, c'était 2 semaines de réflexion. Et puis après, on revient pour, soit, avorter sous, voie médicamenteuse ou sous, voie «basse» entre guillemets. Et donc, ce que j'ai fait, c'était par voie, médicamenteuse. Et la deuxième fois que je suis, allée à ce rendez-vous, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais dans le bureau de la secrétaire. Elle m'avait posé 2 pilules avec un verre d'eau en m'expliquant tout simplement: «Bah, prenez la première pilule devant moi et vous repartez avec la deuxième chez vous». Elle m'a proposé de voir une psychologue, donc chose que j'ai faite, je crois, au premier. J'étais dans l'incapacité de vouloir et d'avoir le désir de lui parler. Donc en fait, elle n'a pas du tout insisté. Je crois que je suis restée à peu près 5 minutes dans le bureau et je suis repartie avec cette pilule pour avorter toute seule dans mon studio, dans ma chambre. Mmh, Et donc ça a été, répété, 2 enfin, en tout cas, ça s'est produit 3 fois, 3 avortements en tout cas par, voie médicamenteuse. On ne m'a jamais proposé d'alternative. On ne m'a jamais informée, de comment un avortement se déroule finalement. Là, en l'occurrence par voie, médicamenteuse. Qu'est-ce qui allait se passer dans mon corps? Comment ça allait se passer? Voilà, on m'a juste, convoquée pour un contrôle, après. mmh, Donc on ne m'a jamais informée finalement de ouais, des conséquences, on va dire. Et puis, on m'a jamais dit que l'avortement, ça fait très, très mal. d'accord. Voilà, parce qu'on si tu veux, l'avortement, dans maintenant, on va dire, il est considéré comme un acte médical, comme un autre finalement, heu, qui a aucune conséquence, physique et psychologique. D'ailleurs, c'est, sur le site du gouvernement. Mmh, C'est une information, qui est écrite que l'avortement est un acte médical comme un autre. Et puis, qu'il y a pas grandes conséquences, psychologiques et c'est mmh, une erreur. d'accord. On pourra y revenir sur les conséquences psychologiques, mais d'accord, on t'a pas parlé d'alternatives, mais justement, tu en as parlé, c'est un acte médical. J'imagine qu'au moins on t'a parlé des risques, qui existent, avec cette intervention pour ta santé ou pour autre chose? Rien du tout, rien du tout.
Et ces risques, ils existent? Ou parce que moi je parle d'un sujet enfin, je te pose des questions sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Oui, alors oui, les risques, ils existent. C'est une erreur de penser qu'en prenant 2 pilules pour avorter, il n'y a aucun risque comme un autre cachet. Moi, j'aurais pu faire une grosse hémorragie, j'aurais peut-être pu mourir. Et puis, bah, c'est assez dangereux en fait de rentrer avec une pilule et d'avorter toute seule à la maison. Alors oui, la première fois, j'ai été accompagnée de mon petit copain, mais pas les 2 autres fois. J'ai perdu énormément de sang, bah, bien sûr, c'est un avortement, donc voilà, j'ai perdu énormément de sang. C'est un accouchement, mais alors, c'est un accouchement, douloureux. On nous arrache, un être vivant, à l'intérieur de notre ventre. Donc, ça fait très, très mal et c'est vrai qu'en nous expliquant que, enfin, en nous informant de rien du tout, c'est comme aller à la pharmacie puis, «Tiens, aujourd'hui, j'ai besoin d'un Doliprane, j'ai mal à la tête». Eh Mmh. bien, ça a eu cet effet-là, donc je suis repartie avec les cachets comme si de rien n'était, mais on ne m'a pas expliqué les étapes et le processus d'avorter et finalement de perdre cette vie, en fait. Et qu'est-ce que j'allais faire une fois expulsé, ce fœtus, cet embryon, ce bébé? Qu'est-ce que j'allais faire? Quand je parle des conséquences traumatiques, devoir, expulser son enfant, dans les toilettes et être seule, sidérée et de ne pas savoir quoi faire, mais de n'avoir que le choix de tirer la chasse d'eau, je peux te dire que c'est traumatique et ça reste une image qui est gravée et qui sera gravée, dans ma tête toute ma vie. Mmh. J'imagine. Mmh Alors, mh. je voudrais pas trahir ton âge, mais c'était il y a quelques années. Depuis, on s'est amélioré sur l'information, non? Bah, non, comme je te le dis, on s'est amélioré, on s'est pas du tout amélioré sur l'information. Pourquoi? Comme je te le dis, je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur le site du gouvernement, parce que tout simplement, on nous explique, rien du tout. On nous informe, de rien et je l'ai assez dit, hein, c'est un acte comme un autre. Donc je crois pas que les choses, elles ont évolué. Je crois plutôt qu'il est plus facile d'avorter que de ne pas avorter maintenant dans notre société, avec, la loi Veil. D'ailleurs, si je peux me permettre, madame Veil, à la base, ce n'était pas son désir de pousser les femmes à l'avortement, hein, on est bien d'accord, c'était de stopper les avortements clandestins. Mais à la base, je me dis, si elle était là aujourd'hui, je crois qu'elle se retournerait dans sa tombe parce que ce n'était pas son désir de pousser à l'avortement, même si elle a autorisé l'avortement. Mmh. Et justement, là, tu parles de loi, et donc justement, quand tu es allé voir ces députés et ces sénateurs qui étaient présents, quelles sont les choses que tu leur as demandé? Quelles choses tu aimerais voir changer? Mmh. Alors déjà, j'ai été, étonnée de leur bienveillance, de leur accueil. Ils étaient très chaleureux, une écoute, vous savez, tu sais que les députés et les sénateurs, ils ont pas énormément de temps, on va dire, à nous consacrer, mais ils ont vraiment pris ce temps pour nous entendre. Donc déjà, j'ai été étonnée par leur écoute. Donc j'ai raconté, finalement, j'ai raconté mon histoire, mon témoignage. Ils étaient bouleversés, la plupart pleuraient. Donc j'ai expliqué, justement le lien entre des agressions sexuelles et l'avortement. Et puis, je le si tu veux, la plus la les députés et sénateurs que j'ai rencontrés, certains avaient voté pour, le droit à l'avortement dans la Constitution et d'autres avaient voté contre. Donc j'étais en face des pour et des contre et c'était très, très intéressant parce que, à un moment donné, je demande à un député, je lui demande: «Mais maintenant que vous venez d'entendre mon histoire, ma question c'est, pourquoi vous avez voté pour?» Quelle a été, votre motivation? Pourquoi? Et en fait, il m'expliquait que lui, il était hors de question de voter blanc, de faire un vote blanc, mais que, étant donné que c'était déjà inscrit, dans la société, qu'on le pratiquait déjà, l'avortement, pour lui, c'était juste une suite logique. Il m'a dit, il était bouleversé, hein, il pleurait. Il disait: «Mais maintenant que je viens d'entendre votre histoire, je ne verrai, je ne penserai plus jamais, comme avant». Donc, il nous expliquait finalement que s'il nous avait peut-être entendus avant, il aurait peut-être pas voté pour. Mmh. Et puis, on il y a eu d'autres,
alors ça, je t'en parlerai après. En tout cas, ce que j'ai expliqué après mon histoire, parce que la plupart, ils disent: «Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait?» Ils veulent avoir des solutions, ils veulent qu'on leur propose des solutions. Et donc, je leur explique, je leur dis: «Mais on est bien d'accord que maintenant, c'est inscrit dans le marbre, c'est dans la Constitution, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Mais maintenant, on doit faire évoluer la loi, on doit proposer d'autres alternatives pour pouvoir protéger finalement ces femmes et pouvoir les accompagner en fait. Donc la première chose que j'aimerais vous proposer et qui serait vraiment génial de proposer et de changer, c'est les informations sur le site du gouvernement parce que la désinformation tue, on va dire. Donc si on est mal informé, on va faire des mauvais choix. Donc de pouvoir informer pour que toutes ces femmes et ces couples puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y ait comme une obligation à informer des alternatives qui sont proposées. Par exemple, aujourd'hui, je tombe enceinte, je suis une jeune fille ou une jeune femme, et, une jeune femme qui tombe enceinte et d'ailleurs qui est jeune, on va dire qu'elle est en crise de grossesse pour une femme qui ne souhaite pas le garder ou qui est confuse ou qui a des doutes. Elle est en crise de grossesse. Quand on est en crise de grossesse et qu'on est enceinte, comme tu le sais, il y a tellement d'hormones, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Déjà d'une, en plus on est jeune, on a des études, on est avec un petit copain, ou alors on a fait ça en soirée, puis d'un coup on est tombé enceinte. Enfin bref, il faut prendre conscience que un enfant arrive dans un différent contexte, on va dire. Donc, la première chose, c'est de pouvoir accueillir cette femme qui est en crise de grossesse pour pouvoir l'entendre, prendre le temps d'entendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle, d'entendre ben, pourquoi elle a des doutes, pourquoi elle ne veut pas le garder. Donc, c'est d'écouter déjà, sans la juger, mais vraiment accueillir sa détresse finalement. La deuxième chose, c'est de lui expliquer, eh bien, voilà, il y a plusieurs alternatives. Tu peux avorter parce que c'est ton droit d'avorter, mais tu peux aussi vivre cette grossesse, garder ton enfant, en tout cas jusqu'à l'accouchement, et confier ton enfant à l'adoption, donc accouchement sous X. Et tu peux aussi garder ton enfant, et là, on va te proposer on va te faire des propositions de différentes aides. Voilà comment on pourrait t'aider pour accueillir ton enfant. Si c'est un problème d'études, voilà comment on peut t'accompagner. Si c'est un problème de logement ou si c'est un problème d'emprise, par exemple, ou je ne sais pas si c'est compliqué avec tes parents, voilà tout ce qu'on pourrait te proposer pour t'aider, pour que à la fin, tu puisses prendre toute ta décision en pleine connaissance, en pleine conscience. Donc voilà ce que moi j'ai évoqué et j'ai proposé. Et puis la troisième chose que j'ai proposée, j'ai expliqué. Alors il y a une députée qui m'a dit: «Mais vous savez, je rêve d'institut, je rêve de centre». Donc cette députée, elle était gynécologue pendant plus de 30 ans. Non, sage-femme, pardon, et sa fille était gynécologue et elle rêvait avec sa fille de créer des centres pour pouvoir aider toutes ces femmes. Elle n'a pas pu le faire, mais elle, cette députée, en rêvait. Et elle me dit: «Mais qu'est-ce qui vous empêche de créer ces centres?» Et j'ai dit: «Mais il y a plusieurs choses qui nous empêchent». Donc déjà, bien sûr qu'il y a un coût, bien sûr qu'on a besoin de l'aide de l'État pour que ces centres et ces instituts puissent naître. La deuxième chose, c'est qu'on a une loi à l'entrave numérique. Ça veut dire qu'on ne peut pas, enfin, ce que j'expliquais, c'est que la ligne, elle est fine. On marche tous sur des œufs. Et elle me dit: «Je suis d'accord». Donc on a besoin d'une protection si on ouvre des centres comme ça. Par contre, ça fait 20 ans que nos équipes, elles sont prêtes. Nous sommes prêts pour ça. Donc ça, on leur a expliqué. Donc on a besoin aussi quelque part d'une forme de protection et d'une loi qui ferait on ne serait pas attaqué pour tout et pour rien, quoi, on va dire. Mhm. Donc voilà un petit peu les propositions qu'on a pu faire, que j'ai pu faire finalement. Et bah, ils étaient emballés. D'ailleurs, il y en a une de députée. Elle nous expliquait qu'il y a quelques années, elle organisait des journées pour la vie devant les parlementaires. Et puis elle s'est, à force d'être
contrée, elle s'est finalement découragée d'organiser ces journées. Et en entendant nos récits, elle a eu un regain d'espoir finalement. Et elle s'est dit, je crois qu'on va réorganiser ces journées avec tous les parlementaires, avec tous ces témoins. Donc, Mm. donc ça, c'était très, très, très encourageant. Voilà, en gros, c'est ça. Mm. Euh, Merci beaucoup. Pendant que tu parlais, je repensais souvent à quelque chose qu'on reproche aux chrétiens. On voudrait euh, dire que le débat, c'est d'un côté les pro-choix et d'un côté et les anti-choix. Et en fait, c'est faux parce que, ou alors c'est une méconnaissance biblique parce que la Bible est vraiment dans laisser le choix aux gens. Mhm, Deutéronome 30, verset 19. mhm, J'ai mis devant toi la vie et la mort, mhm, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que mhm, toi et ta postérité vous viviez. Il y a le choix. Et en mhm, fait, nous sommes 100% pro-choix. mhm, Mais il faut que les femmes, effectivement, aient réellement le choix. Tout à l'heure, tu disais que toi, tu souhaitais œuvrer pour protéger les femmes. mhm, Qu'est-ce que tu entends par là pour protéger les femmes? Parce que j'entends plutôt que dans notre société, que protéger les femmes, c'est justement défendre le droit à l'avortement. Et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même sens pour toi. Qu'est-ce que tu mets derrière cette volonté de protéger les femmes? mais c'est toujours dans le même sens comme tu dis, avec Dieu, on a le libre arbitre, on a ce choix, cette liberté de pouvoir choisir et finalement de protéger les femmes, c'est de pouvoir leur laisser le choix de choisir, mais de les informer. Si elles souhaitent garder leur enfant, eh bien, c'est leur choix aussi. Pourquoi on devrait informer, les amener directement à l'avortement en disant: «Bah, c'est mon choix, c'est mon corps». Mais de garder son enfant, c'est ton choix et c'est ton corps aussi. De pouvoir accoucher sous X et confier ton enfant à l'adoption, c'est ton droit et c'est ton choix et c'est ton corps. Donc c'est dans ce sens-là que je le dis qu'il y a pas parce que, le droit de c'est mon droit, mais si on nous amène directement vers cette sortie, est-ce qu'on nous donne vraiment le droit de choisir finalement? Mais non. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là de pouvoir les protéger et quand je dis les protéger, quand on parle de centres, d'instituts, c'est de pouvoir aussi accompagner, ces femmes en crise de grossesse, mais après. Comme moi j'ai été accompagnée, c'est d'ailleurs ce que je fais maintenant dans mon quotidien. J'accompagne, beaucoup, beaucoup de femmes, dans mon quotidien, dans des parcours, thérapeutiques, dans des interruptions de grossesse volontaires et involontaires. Donc, je les accompagne à guérir, à être restaurées, à faire le deuil, à sortir de la honte, de la culpabilité, à les aider à se reconstruire pour pouvoir finalement aussi même apprendre à se pardonner, demander pardon à Dieu. Mais vous savez, tu sais qu'une femme, je dis vous parce que j'ai l'impression de parler à plein de monde, C'est le Heu, cas. c'est le cas, pardon, mais une jeune femme ou une femme qui avorte, elle peut rester des années, dans le déni, mais ça ne veut pas dire que, ses réactions et puis, même psychologiquement, ça veut pas dire qu'elle n'a pas de conséquences, en fait. Ça veut pas dire que enfin, je veux dire, le déni, c'est quelque chose. Alors, on a le déni, collectif, le déni, dans une société, puis après, il y a le déni, d'avoir avorté. La plupart des femmes oublient qu'elles ont avorté. Moi, ça a été mon cas, j'ai oublié pendant, plus de 20 ans. Donc, on les aide à sortir du déni, de la culpabilité, de la honte et il y a une chose qui est très importante qu'on oublie de dire, c'est qu'on pense que l'avortement, c'est la faute que de madame ou que de cette demoiselle. Mais non, l'avortement, quand on parle de la responsabilité, on parle de la responsabilité du conjoint, on parle de la responsabilité du corps médical, on parle de la responsabilité de la société. Qu'est-ce que la société nous a enseigné? Comment on a été enseigné? On parle de la responsabilité de nos parents. Quel a été notre mode d'éducation, en fait? Parce que, on peut pas, être, restrictif, enfin, on peut pas s'arrêter à juger, on peut pas juger une jeune fille qui a avorté sans comprendre d'où elle vient, sans comprendre, comment elle a été éduquée, quelle épreuve elle a vécu, quel traumatisme et cetera. Il faut prendre dans sa globalité une jeune femme, une jeune fille,
qui en arrivent jusqu'à un avortement pour après pouvoir bien l'accompagner. mmh, J'ai énormément de témoignages de femmes qui ont pu se reconstruire après, se pardonner. Tu sais que mmh, se pardonner, c'est quelque chose qui est la plus difficile pour une femme qui est consciente d'avoir fait une erreur, mmh, qui a été consciente de l'acte qu'elle a fait. Parce que la plupart des femmes ne sont dans ce monde, dans cette société, ne sont pas conscientes vu qu'elles sont dans un déni. Donc, bah non, c'est ce que la société nous dit, ça fait pas mal, il n'y a pas de conséquences, j'avance, je fais ce que je veux. Mais une femme qui prend conscience, c'est une femme qui va être confrontée, être face à qui elle est, à sa culpabilité, à finalement cette prise de conscience de ce qu'elle a fait. Puis c'est une bonne chose pour après arriver à se pardonner et à s'en sortir, puis à recevoir le pardon de Dieu. Mais c'est quelque chose qui restera malgré tout marqué, en tout cas pour ma vie, pour moi, qui sera marqué toute ma vie. Je dirai toujours que j'ai été une meurtrière, que je suis consciente de ce que j'ai fait, que j'ai un grand regret de ce que j'ai fait. Euh, mais ma force maintenant, c'est d'avoir réussi à me pardonner, c'est d'avoir reçu le pardon de Dieu pour pouvoir amener toutes ces femmes dans ces voies de pardon, d'amour et de liberté pour qu'elles puissent se reconstruire, tu vois. mmh. Ce que j'entends quand tu parles, c'est beaucoup d'humanité, en fait. C'est Mhm, la réalité de notre humanité qui vient confronter, la déshumanisation de la femme qui ne serait que, quelque chose de mécanique, où il y a quelque chose qui a commencé, alors on peut l'arrêter et comme c'est qu'un objet, c'est que c'est simplement mécanique et ben, en fait, ce n'est pas humain. mhm, Ni la femme, ni l'enfant ne sont humains dans cette histoire mhm, et ça fait du bien d'entendre l'humanité qui a derrière les mots que tu portes qui s parfois sont durs. mhm. Il y a peut-être des gens qui vont être, qui ont été choqués à certains mots que tu as dit Je pense. et pourtant ils parlent d'humanité et l'humanité, elle est pas toute rose. L'humanité, elle est réelle et heu Mhm. et la vie sur cette terre, n'est pas simple. La vie sur cette terre n'est pas simple. On aime ici, avec avec les leaders avec qui on est, le pasteur, on aime dire, mentionner cette phrase que tu peux peut-être tu es peut-être arrivé dans un crash d'avion sur Terre, mais ça ne détermine pas comment tu vas repartir, comment tu vas t'en sortir en fait. Mmh, Donc nous, le travail des chrétiens en fait, c'est d'aimer, c'est d'accueillir, c'est de ne pas juger, mais la chose aussi prioritaire, c'est de renouveler l'intelligence des chrétiens, être renouvelé dans la pensée de Dieu. Donc c'est ça le travail on est appelé à faire dans l'Église. C'est pas de fermer la porte et de juger et de répudier, mais c'est d'accueillir la veuve et l'orphelin, c'est d'accueillir les faibles qui n'ont pas cette conscience finalement éveillée, renouvelée du bien et du mal et qui à un moment donné, ben, ils sont arrivés dans ce crash d'avion, ils ont été perdus, mais gloire à Dieu, à un moment donné, Jésus est venu les chercher comme il a fait pour moi. Et mmh, c'est une grâce, c'est une grâce. Alors on dit qu'il ne faut pas abuser de la grâce, c'est sûr, on ne peut pas en abuser, mais d'accueillir la grâce de Dieu pour se reconstruire. Et finalement, on aime aussi dire que notre misère devienne notre ministère, que Dieu, il se révèle finalement dans les souffrances, les difficultés de nos vies. Il se révèle comme ça, il vient nous chercher, il nous guérit, puis après, il nous lève là-dedans pour après aller en chercher d'autres, en mmh, fait. C'est ça, quand je dis la vengeance de Dieu, la beauté de ce que Dieu peut faire, la rédemption, le rachat, il s'agit de ça. mmh. Merci pour tout ça, Émilie. Donc, pour toi, la suite, j'imagine que tu vas continuer à faire tous ces accompagnements que tu fais. Est-ce que, ce travail citoyen que tu as fait te donne envie de continuer? Il y a quelque chose qui va y avoir, tu penses faire quelque chose dans ce domaine-là? Ou déjà ta mission d'accompagnement, est déjà, magnifique et tu vas t'en limiter là ou tu as eu envie de plus? Alors, tu sais, j'ai ce verset aujourd'hui, finalement, sur lequel je suis tombée, qui prenait tout son sens de ma démarche et finalement de continuer dans cette démarche-là. C'est dans
C'est dans Matthieu 10, 18. Je vais vous le lire. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-juifs. Ça veut dire, puis tu sais, il y a un autre passage, on parle énormément du témoignage, les disciples, enfin bref, toute l'histoire de la Bible parle du témoignage. Jésus était un témoin finalement il rendait témoignage du Père. Et puis, on a ce verset, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Donc, je crois que, tu sais, les disciples, quand ils délivraient, quand ils guérissaient, enfin bref, quand ils faisaient avancer le royaume de Dieu, on constate qu'ils étaient souvent envoyés en prison et ils étaient arrêtés, etc. Mais ce que je réalise, en tout cas, ce que le Seigneur, la voie qu'il est en train de nous montrer finalement dans cette société où notre voix est beaucoup plus fragile, finalement, même publiquement, on va dire, eh bien, la voie que Dieu nous montre, c'est le témoignage. C'est ce que je disais au début, c'est qu'un témoignage, on ne peut pas contester un témoignage. On ne peut pas nous accuser sur la base d'un témoignage, sur la base de ce que nous avons vécu. Donc, bien sûr que j'ai dit oui à Dieu. J'ai toujours dit oui à Dieu. Tu sais, depuis mon enfance, j'ai toujours dit, un jour, je vais aider tous les gens qui souffrent, tous les gens qui sont malades. Mais j'avais un fardeau pour la justice, pour la vérité et la justice. Et c'est pour ça que je suis levée dans tous ces sujets des agressions sexuelles et dans ces sujets de l'avortement. J'ai dit oui à Dieu. Donc oui pour la suite, pour ces démarches-là. Si je suis invitée pour rendre ce témoignage, pour parler de ces sujets-là, bien sûr que c'est un grand oui. Et le oui que je donne, il est pour lui. Il est pour faire avancer son royaume, pour sa vérité et sa justice. Hmm, Donc voilà, ça c'est... ça marche. Merci beaucoup, Émilie, pour tout ça. Euh, Chers amis, j'espère que ce partage vous a été bénéfique. J'aurai certainement encore un ou deux autres témoignages dans cette petite série sur ce sujet, d'autres personnes qui, comme Émilie, sont allées témoigner. Je mettrai aussi en lien en dessous quelques liens où vous pourrez aller retrouver Émilie dans ce qu'elle fait dans son ministère, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Euh, En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez pleinement bénis, renouvelés et encouragés. À bientôt, les amis. À bientôt.